Ensemble, amenons Backseat toujours plus loin. 1 euro de chaque spectateur permettrait de financer une saison entière tout en vous offrant une émission de qualité réalisée par des professionnels en rémunérant légitimement toute l'équipe. Soutenez-nous avec un don, ponctuel ou régulier, ou en achetant sur notre shop pour une expérience inédite. Pour 5 euros seulement, vous pourrez savourer votre VOD en avance sur Utip, explorer les coulisses sur le salon Fire Tipper du Discord et tenter de gagner un siège dans le public de Backseat. Si vous voulez être sûr de me retrouver en compagnie de tous les autres chaque jeudi, rendez-vous sur Utip grâce au lien dans la description. Merci à vous les amis, je vous laisse avec votre VOD. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver les amis. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission exceptionnelle. On va parler de politique ce soir dans cette émission en direct sur Twitch. Bonsoir le chat, très heureux de vous retrouver. Bonsoir le public, ça fait plaisir de vous voir. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Bonsoir à celles et à ceux qui nous écoutent en podcast. Ce soir sur le plateau de Backseat, je suis pas tout seul. On a les plus belles et les plus beaux chroniqueurs et chroniqueuses. Je suis avec Malek. Salut Malek délégué, comment tu vas ? Salut Jean, ça va et toi ? Bah ça va bien, fait plaisir de te retrouver sur le plateau de Backseat. Plaisir partagé. Malek, salut le public, salut le chat. T'es conseiller en communication politique, ancien chroniqueur n'en touche pas à mon poste et chroniqueur sur Backseat. Exactement. Fait plaisir de te voir mon vieux. On commence à plus me parler de Backseat que de la télévision, c'est réel. Mais c'est trop lourd. Mieux aussi peut-être. Oui, c'est vrai. On est aussi avec Antoine. Salut Antoine. Salut Jean. Toi, ça va mieux ? Ouais, ça va mieux. Je tousse encore, mais c'est pour faire semblant histoire de dire. Mais non, en vrai, ça va beaucoup mieux. Je suis très content de vous retrouver. On fait des gros bisous à Léa, évidemment, qui a géré la semaine dernière. Oui, moi, j'étais en train de décéder. Antoine Bristiel, tu es prof agrégé en sciences sociales. Tu es directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, qui est un laboratoire d'idées plutôt classé à gauche. Ah oui, quand même. Hein. Oui. J'espère. Merci Antoine d'être avec nous. Et on est aussi avec Claire. Salut Claire. Salut. Claire, tu es militante écolo, ancienne candidate aux législatives sous l'étiquette de la NUPES, chercheuse en théorie politique. Ça fait 3 semaines qu'on t'a pas vu sur le plateau de Backseat. T'étais où ? Bah, je rencontrais ma petite nièce qui vient de trop naître. mignon. Voilà, donc j'ai pris un peu de temps. C'est voilà. trop mignon, 43 ans de cotisation. Qu'il attend. Oui, bah, on revient avec de la déterre pour que cette réforme ne passe pas. On va en parler de cette réforme parce qu'il s'est quand même passé des trucs aujourd'hui. Avant ça, je vous rappelle que Backseat est une émission qui existe grâce à vos dons. Merci à toutes les personnes qui font des dons. Merci aux milliers de personnes qui participent au financement de cette émission. N'hésitez pas, vous aussi, à participer au financement de Backseat. Vous pouvez donner à partir de 5 euros. Vous devenez Fire Tipper, ce qui vous permet d'avoir accès au replay de cette émission dès la fin de l'émission. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le replay soit uploadé sur YouTube le dimanche. N'hésitez pas, si toutes les personnes qui regardent cette émission, notamment en replay sur YouTube. Si vous faites un don, on peut financer cette émission jusqu'à la fin de la saison. On essaye d'aller jusqu'au prochain palier ce soir, avant la fin de l'émission, ce serait cool. Voilà, et par ailleurs, il y a en vente sur la boutique depuis cet après-midi un magnifique t-shirt brodé et une magnifique casquette brodée en édition limitée que vous pourrez donner à Emmaüs quand vous vous en servirez plus. Merci par avance aux personnes qui achètent la casquette ou le t-shirt ou le sticker. Ça participe au financement de l'émission et c'est ça le plus important pour nous. Chers amis, on va parler de la réforme des retraites. C'est parti pour les sujets d'actu. Merci. Ouais, je suis chauffeur de salle aussi. Chers amis, on est le 16 mars 2023 après Jésus-Christ. Il s'en est passé des trucs aujourd'hui dans la République de la France. Cet après-midi, en direct à l'Assemblée nationale, il s'est passé ça. La parole est à Madame la Première ministre. Voilà, c'était la plus grosse audience sur Twitch hors jeux vidéo au monde. Cet après-midi, en direct à l'Assemblée nationale, la Première ministre Elisabeth Borne, que vous avez vu monter à la tribune, pour annoncer l'engagement de la responsabilité de son gouvernement sur la réforme des retraites, le fameux 49.3. Ça y est, fin du suspense, on en parlait depuis plusieurs jours. Finalement, le gouvernement a décidé de ne pas prendre le risque d'avoir un vote contre sur sa réforme des retraites. Et c'est donc un 49.3 qui est engagé, une ambiance particulièrement
chaleureuse. Ouais, vu le niveau d'incendie, on peut parler de chaleur. Ça chante et tout. Claire, qu'est-ce qu'on a vu cet après-midi à l'Assemblée ? Finalement, avec ce qui s'est passé au niveau du 49.3, déjà, c'est un aveu d'échec pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce que jusqu'au bout, on a pensé que justement, il essayait de construire une majorité. On a entendu parler de coups de fil, de coups de pression aussi, je pense, envers notamment des députés LR, pour qu'on puisse passer par un vote. Et en fait, s'ils sont passés par le 49.3, c'est que en fait, cette réforme, elle a de majorité nulle part. Elle a de majorité nulle part. Et donc, sauf au Sénat, mais... Oui, mais elle a voté ce matin. Mais bricolé avec LR, en incluant des choses qu'ils avaient demandées. Enfin bon, bien sûr. donc c'est pas non plus une majorité solide issue de leur rang, puisqu'on voit que même le courant macroniste, il est divisé. Le MoDem, Horizon, ils sont pas clairs sur ce qu'ils vont voter tous. Donc, je veux dire, le cœur de la Macronie, il est en train de se fracturer. Et finalement, les députés, en se levant, en chantant la Marseillaise, en faisant blocage à l'annonce même du 49.3 de Borne, ils ont finalement reconnecté la démocratie sociale de notre pays, ce qui se passait dans la rue, avec ce qui se passait dans l'Assemblée. Parce que le processus là qu'on a vu, c'est graduellement une déconnexion entre la démocratie au sens très institutionnel, ce qui se passe dans les chambres en gros, et ce qui se passe depuis des mois dans la rue, quoi, qui est extrêmement puissant. C'est vrai qu'entonner la Marseillaise à l'Assemblée nationale, c'est assez smart de la part des députés de la NUPES, parce que c'est compliqué de les rappeler à l'ordre. Non, mais c'est des slogans, tu dis bon, ça c'est contre le règlement intérieur, tout le monde peut le comprendre. La Marseillaise, c'est l'hymne national. Non, mais j'ai appris là qu'en fait, c'est le seul chant qu'ils n'ont pas le droit réglementairement d'interrompre. Ouais, d'accord. Ils n'ont pas le droit. En plus, c'est des souvenirs très marquants parce que la Marseillaise entonnée par le Parlement, on se souvient d'un congrès, c'était au moment des attentats où spontanément les députés et les sénateurs avaient tous entonné la Marseillaise, qui était un espèce de moment un peu rare d'union nationale dans la mort au moment des attentats. On se souvient aussi de Marseillaise qui avait été entonnée à l'Assemblée nationale au moment de la mort d'Arnaud Beltrame et tout. Donc ça rappelle effectivement ces moments d'union nationale. Enfin bref, Elisabeth Borne, la Première ministre, moi mardi en direct sur ma chaîne, elle a quand même dit et répété, il y a une majorité pour cette réforme. Il y a une majorité dans cette réforme. C'était une incantation et finalement non. Et puis elle s'est retrouvée finalement face à la réalité, on l'a vu, seule, face aux députés, et c'est un petit peu la situation en fait, seule, face à sa réforme, face aux syndicats qui sont contre, face à une majorité qu'elle n'a pas, face aux Français qui sont farouchement contre. Voilà, ce n'est qu'un aveu d'échec, Claire l'a dit, et c'est un moment très important, je pense, de l'ère Macron 2, du mandat Macron 2 qu'on est en train de vivre. Ouais. Et je pense que tout le monde en est un peu conscient. On a vu qu'il y avait des invités un petit peu inattendus dans le public pour assister à la séance aujourd'hui dans l'hémicycle. Jean-Luc Mélenchon qui est venu assister ça. A été dans les tribunes, Jean-Luc ? Ouais. Exactement. On a vu ça sur LCP. Rapidement, parce que j'étais en sur Twitch. J'étais en double écran. J'avais ta chaîne sur mon ordi et puis j'avais LCP en face. C'est pas grave, ça arrive à des gens bien. Donc il est venu à l'Assemblée pour assister à la séance cet après-midi. Cette réforme, quand même, elle avait été dealée. Moi, c'est ce que j'avais compris. J'avais compris que le deal avait été passé avec Éric Ciotti, avec les Républicains, pour être sûr d'assortir une majorité. Le gouvernement a tout lâché aux Républicains. Jusqu'en commission mixte paritaire hier. D'ailleurs, je suis très heureux que tous les Français soient passionnés pour la commission mixte paritaire hier. C'était effectivement extrêmement important. Mais pourquoi les Républicains n'ont pas soutenu, Antoine ? Je pense que c'était trop tard finalement. À partir du moment où il y a eu une contestation qui était aussi importante à la fois dans l'opinion et qui était aussi importante dans la rue avec des mobilisations, il y avait plusieurs millions de personnes, c'est là où on voit que la mobilisation sociale, ça a un impact et ça marche. C'est-à-dire que les députés, les Républicains qui ont refusé de voter, on pensait qu'ils allaient refuser de voter la réforme, c'est intéressant de voir d'où ils viennent, quelles sont leurs circonscriptions. Et c'est plutôt des circonscriptions qui sont rurales. Et je pense que de voir que dans leurs circonscriptions, il y avait leur électorat qui était pas forcément contre et qu'ils étaient là à portée d'engueulade très clairement, ça a joué aussi sur le fait de se dire non mais c'est pas ma guerre, je vais pas voter cette réforme. Non seulement c'est pas ma guerre, mais j'ai aussi été, moi, député LR, j'ai été élu face à un macroniste. Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi un côté, moi je suis d'opposition, c'est-à-dire que je suis pas là pour soutenir Emmanuel Macron, je suis encore moins là pour être sa béquille, donc me prendre des baffes pour la politique d'un gouvernement qui est pas la mienne. Alors je dis ça, mais en même temps, c'était une proposition des Républicains, reporter l'âge légal à 65 ans, c'était une proposition des Républicains. Donc là aussi, les Républicains, ils sont aussi... je veux dire, faut être carré 2 minutes. Ils auraient été au gouvernement, ils l'auraient voté cette réforme, ils l'auraient faite. Donc,
je sais pas. Oui, mais là, ce qu'il faut voir, Claire. c'est qu'à plus long terme, en fait, il va y avoir une recomposition qui va se faire et la Macronie va être obligée d'inclure, de se reporter encore plus à droite qu'elle ne l'est déjà pour inclure potentiellement LR. Donc, en fait, là, ce qui se passe pour LR, c'est vraiment un tournant. C'est soit, en fait, C'est-à-dire, c'est une victoire pour toi parce qu'ils vont être encore plus incontournables ? C'est plutôt que là, ils doivent vraiment clarifier les choses et soit, en fait, continuer à être une opposition et à être différent de la Macronie et du coup tenir une ligne qui est la leur, soit, en fait, dans les jours à venir, peut-être qu'on va avoir des rapprochements encore plus marqués que ceux qui ont eu lieu ces derniers jours. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a cette espèce de... On sent vraiment une connivence. On a eu des échos de ce qui s'est passé à la CMP. Vraiment, ils se font des câlins, quoi. Donc, Bien sûr. je veux dire, c'est qu'il y a qu'il y a des discussions derrière sur des stratégies à plus long terme. Ouais, et je pense qu'ils ont aussi sous-estimé le fait qu'il y avait quand même deux lignes au sein des Républicains. Il y a la ligne légitimiste derrière Éric Ciotti, et puis on voit qu'il y avait quand même de plus en plus de francs-tireurs, alors un peu regroupés derrière Pradier, qui justement était plutôt opposé à ça. Et la Macronie n'a pas suffisamment pris en compte, n'a pas suffisamment pris le temps, je pense non plus, de construire une majorité beaucoup plus stable à l'Assemblée et de pouvoir discuter plus en profondeur sur le texte avec leur allié naturel qui étaient les Républicains. Pourtant, ils l'ont promis, ils l'ont dit et redit. C'était le discours sur la nouvelle méthode d'Emmanuel Macron à sa réélection. C'était le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. C'est pas sa méthode à Macron. En fait, Macron, il fait quand même... si on reprend le Macron de 2017, il a été élu sur une promesse de verticalité. C'est « je suis à la tête de l'État, je parle aux Français, qu'ils viennent me chercher s'ils sont pas contents ». Et entre-temps, l'Assemblée nationale, ce qui lui correspond, c'est une Assemblée nationale de type de 2017 avec une majorité absolue, des députés qui sont pas forcément très compétents et qui votent toujours ce qui est proposé par le gouvernement. Donc dans ces circonstances-là, lui, c'était parfait. Maintenant, d'avoir une majorité relative, d'être obligé de faire des arrangements avec des autres partis, c'est pas du tout sa culture politique. Et on voit qu'il a d'ailleurs été assez embêté dans cette réforme des retraites où il a jamais réussi à construire de compromis. Moi, je trouve que c'est aussi un moment difficile pour les Républicains parce que de qui Éric Ciotti est-il le chef ? C'est-à-dire qu'il y a un moment, si le truc était censé être dealé à Noël, là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il tient son parti, ce mec ? De personne, et on l'a vu. Et c'est d'ailleurs la colère en ce moment des élus Renaissance qui sont en train de dire mais on ne peut pas compter donc sur Éric Ciotti qui ne tient pas ses troupes. Et donc on est en train de voir, moi, ce qui m'intrigue un petit peu, et c'est aussi pour ça qu'on aime observer la politique, c'est qu'il y a un an, on avait une gauche qui était complètement dispersée. On nous disait qu'Emmanuel Macron, il n'avait pas besoin de faire campagne, puisque quoi qu'il arrive, il allait gagner et être le solide président qu'on allait voir sur le second mandat. On est sur une gauche quand même qui reste plus ou moins unie à l'Assemblée nationale, et on est sur une droite LR qui est en train d'exploser. Il va peut-être y avoir scission en réalité, on ne sait pas. Et avec une majorité shakshuka, comme je l'ai déjà dit sur ce plateau, qui est en train d'être fragilisée. Donc c'est hyper intéressant à observer. Et alors je pense pas qu'on arrivera là, mais aussi très intéressant, Marine Le Pen qui dit s'il y a des députés LR qui se font virer du groupe, nous les portes sont grandes ouvertes. Je pense pas que certains franchiront le pas. Je sais pas. On verra. Mais voilà, tout ça est très intéressant à observer et toutes les cartes vont être battues, je pense. Disons qu'il faut quand même rappeler effectivement que la composition aujourd'hui du groupe LR ne reste finalement chez LR que ceux qui n'ont pas déjà rejoint Horizon ou qui n'ont pas déjà rejoint un Zemmour ou une Marine Le Pen pendant la présidentielle. Oui. Donc finalement, il reste les derniers des Mohicans qui continuent à pas avoir envie de rejoindre qui que ce soit. Pardon. Antoine. C'est clair aussi que le fait d'avoir été élu sous l'étiquette des Républicains au moment des législatives, c'était pas forcément un avantage après la déroute de Pécresse. Donc je pense qu'ils ont pas une fidélité à leur parti qui est exceptionnelle comme ça pouvait être le cas auparavant et qu'il n'y a plus non plus une personnalité du type Nicolas Sarkozy qui disait quelque chose et tout le monde suivait le doigt sur la couture du pantalon. Là, ils ont l'impression qu'ils doivent leur place qu'à eux-mêmes et qu'en gros, ils vivent leur petite aventure à l'Assemblée nationale juste pour eux-mêmes. Mais c'est quand même dingue qu'ils arrivent à être à ce point-là déconnectés de leurs collègues du Sénat. Enfin, c'était aussi censé être une espèce de garantie que cette réforme finisse par passer. Le fait que, c'est des copains au Sénat, c'est les Républicains au Sénat qui ont dealé, qui ont voté le texte. Puisqu'il n'a pas pu être discuté en première lecture à l'Assemblée, c'est les copains du Sénat qui vont le faire. Donc une fois qu'il va revenir, on va le voter. Pour te dire à quel point il y a une déconnexion, il y a 2 jours, donc mardi soir, je ne vais pas trahir les secrets des échanges, mais il y a un député LR qui m'a dit oui, je pense que dans un acte 2, on peut avoir Éric Ciotti à Matignon, voilà, parce que maintenant c'est nous un petit peu qui tenons la politique, c'est nous qui tenons les rênes. Bon courage. Voilà, on a vu ce que ça a donné. Tout ça est
Tu tiens ma cache. Non, mais, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron s'acharne à faire passer cette réforme ? Il y a un argument qui a été martelé à plusieurs reprises par des membres du gouvernement et des membres de la majorité, c'est le président a été élu sur la promesse d'une réforme des retraites. Il l'avait dit pendant sa campagne présidentielle. C'est un argument qu'on entend souvent de la part d'un gouvernement en exercice. C'est un argument qu'on entend souvent, mais qui est totalement faux. Pourquoi ? Il y a quelques jours, on l'avait dit. Hein. C'est vrai, mais entre les paroles et les actes, il n'y a qu'un pas, ou plusieurs. Ou un 49.3. Il y a quelques jours, il y a eu un papier de Mediapart, puisqu'il y a eu les documents de la Commission nationale des comptes de campagne qui ont été dévoilés. Et donc, pendant la campagne présidentielle de l'année dernière, l'équipe d'Emmanuel Macron avait commandé un sondage pour connaître un petit peu les priorités de leur électorat. Et en tête, on avait l'augmentation du pouvoir d'achat. Et tout en bas, entre, je crois, 2 ou 3%, on avait donc cette réforme des retraites. Donc, en réalité, même par l'heure électorale, cette réforme n'était pas souhaitée. Il va falloir un moment que les macronistes, que tous les députés Renaissance actent qu'ils n'ont été élus que par rejet de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Il y a quelqu'un dans le chat qui faisait remarquer que les sénateurs ne sont pas élus par le suffrage universel direct, donc ils sont moins tenus effectivement par les mouvements sociaux et par leurs électeurs, ce qui est effectivement quelque chose qui peut expliquer effectivement la difficulté qu'ont les Républicains, c'est-à-dire que ce qui fait l'intérêt et l'inconvénient de ces intérêts du Sénat, c'est le fait qu'il est à distance finalement des mouvements de l'opinion et des mouvements d'humeur. En revanche, ça veut dire que leurs collègues députés, eux, et c'est ce qu'on avait déjà analysé sur cet excellent plateau, ils se sont coltinés des manifs dans leur propre ville moyenne, etc. Donc, effectivement, on comprend mieux, du coup, le rapport suffrage universel d'un député qui dit « Non, mais attendez, moi, c'est sans moi, cette réforme. Même mes propres électeurs sont pas pour. » Claire. Ouais, et puis des manifestations qui risquent de ne pas s'arrêter, là, parce que le mouvement ça a commencé ce soir, ouais. Voilà, là, il y a eu plusieurs milliers de personnes à Concorde, et puis ça risque de s'amplifier dans les jours à venir. Donc, c'est une journée vraiment particulière où j'ai la sensation qu'on est sur une bascule à plein de niveaux. Et quelque part, ça faisait un moment que les choses étaient pas claires, qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui se dissolvait un peu en termes de clivage idéologique et tout ça. Et là, j'ai l'impression que dans les jours, semaines à venir, il y a des choses qui vont se recomposer. Et les choses vont aller très, très vite. Donc, ça va être assez intéressant d'observer tout ça. Alors, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, puisqu'on aura notamment un professeur constitutionnaliste qui viendra sur le plateau. On discutera avec lui de 49.3, etc. Mais la suite du programme, c'est que les groupes à l'Assemblée nationale ont jusqu'à demain pour déposer d'éventuelles motions de censure. Il y en aura évidemment qui vont être déposées. Elles seront discutées probablement lundi ou mardi prochain. Est-ce qu'Emmanuel Macron est sûr de ne pas avoir une motion de censure adoptée, ou est-ce qu'il y a un doute ? Antoine. Alors, évidemment qu'il y a moins de risques pour lui que le gouvernement soit censuré plutôt que le texte ne passe pas s'il avait été voté. Parce que on peut quand même penser que là, il y aura des députés, les Républicains, qui étaient prêts à ne pas voter le texte, mais qui ne seront pas prêts à voter la motion de censure. Mais néanmoins, il y a encore 2 jours de ça, on disait, mais de toute façon, ça ne va pas passer en 49.3. Elisabeth Borne qui arrivait à la tribune, enfin, en tout cas, qui disait qu'il y avait une majorité à l'Assemblée pour voter le texte et qu'il fallait aller au vote. On a bien vu ce que ça avait donné aujourd'hui. Donc non, il n'y a pas de certitude. Il y a une probabilité plus importante pour que les motions de censure soient rejetées, mais ce n'est pas une certitude absolue. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit dans 2 semaines, on sera passé à autre chose, les gens seront passés à autre chose. Malek, t'en penses quoi ? Pas si sûr que ça. Si on regardait les bancs au moment du discours d'Elisabeth Borne, on voyait un Olivier Dussopt très marqué, Gabriel Attal également. Mais on voyait un Gérald Darmanin beaucoup moins marqué à mes yeux. Et je pense que c'est un Gérald Darmanin qui pense à la suite et à une potentielle motion de censure qui serait votée et à une petite place à Matignon qui pourrait se libérer. Bah oui, parce qu'il est des LR, lui. Exactement. En plus, ça peut avoir une forme de sens. Alors, il est LR, mais enfin, il est détesté par ses anciens collègues qui lui en veulent beaucoup. Mais dans une hypothétique réorganisation gouvernementale, effectivement, ça pourrait être un Gérald Darmanin qui tirait l'épingle du jeu. Et c'est pas comme s'il avait des idées pour 2027. Par ailleurs. En plus, on aurait entre-temps une petite loi immigration, ils pourront bien marquer leur tournant encore plus à droite. Donc, les choses se goupillent bien pour ce cher Darmanin. Est-ce que sa réforme immigration va être votée avec les voix des Républicains de toute façon, il y a une réunion de crise cet après-midi du groupe Les Républicains, et puis je pense qu'Elisabeth Borne, il va falloir qu'elle passe un coup de fil à Éric Ciotti en lui disant qu'est-ce qui se passe, bordel de merde. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, là, il y a une incertitude sur tout. Je veux dire, même si les motions de censure sont pas validées, là, il y a un bouillonnement social dans le pays qui fait qu'on ne sait pas, en fait.
peut y avoir des formes d'emballement vers des situations qu'on n'aurait pas prédit il y a une semaine, il y a 2 semaines. Et sur le fait que les gens en aient marre et dans 2 semaines, on va passer à autre chose, je suis vraiment pas certaine. Parce que là, ça fait quand même des mois que ça dure, ce mouvement. Que oui, il y a plus ou moins de monde selon les manifestations, mais c'était le 11e jour, il me semble, de manifestation hier. Et le mouvement est encore présent. C'est un mouvement qui cristallise des colères qui étaient préexistantes, qui est une forme assez traditionnelle. C'est une grève sur du monde du travail, mais cette fois qui se panachait avec la cause féministe. Les jeunes ont amené la cause écologiste. Donc je veux dire, c'est une espèce de synthèse de toutes les colères et aussi toutes les aspirations qui bouillonnent un peu dans le pays. Donc vraiment, je suis absolument pas certaine que ça va s'arrêter là. Et on n'aurait pas parié là-dessus à l'époque des Gilets jaunes. C'est vrai que sur un retour de ce type de mouvement-là, comme quoi on est surprenant, ce sera super intéressant à examiner effectivement les suites qui vont être données à ce mouvement. Un truc intéressant, c'est que la cristallisation du mouvement de grève se fait autour de la question des poubelles. Les poubelles qui s'entassent dans de plus en plus de grandes villes en France, notamment à Paris. D'ailleurs, Anne Hidalgo est en train de devenir la bête noire du gouvernement, puisque la maire de Paris soutient les grévistes, y compris les éboueurs qui refusent de ramasser les poubelles. Ça crée une engueulade au sommet avec Gérald Darmanin qui l'a appelé en menaçant de réquisitionner les grévistes. Évidemment, on sait qu'il y a aussi des macronistes qui caressent doucement le rêve d'éventuellement peut-être récupérer la mairie de Paris. C'est bien de le rappeler. Pour les prochaines municipales. Oui, c'est pas Paris pour le plaisir de Paris. C'est que, voilà. Ce qui est aussi intéressant de rappeler, c'est qu'il y a également des grèves des boueurs au Havre, dans la ville d'Édouard Philippe, à Rennes, à Nantes, dans plein d'autres villes. Et surtout, ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que les éboueurs, ce sont ceux qui sont le plus frappés. C'est le métier qui est le plus frappé par la surmortalité à cause de leurs difficultés, la pénibilité au travail. Donc bon. Exactement. Puisqu'on parlait du mouvement, on peut vous diffuser une vidéo sur laquelle on va parler de la place de la Concorde ce soir à Paris. La place de la Concorde, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est juste en face de l'Assemblée nationale, de l'autre côté de la Seine. Et il y a eu un rassemblement ce soir qui continue. Là, on est quasiment en direct. C'était il y a quelques minutes seulement. Plusieurs milliers de personnes qui se rassemblent sur la place de la Concorde pour protester contre l'engagement du 49.3 par la Première ministre Elisabeth Borne. Donc on sent un mouvement extrêmement déterminé, assez calme en tout cas sur les images qu'on voit maintenant. C'est mon moment BFM, ça y est, on est priorité au direct, tout ça. Priorité au direct. Voilà, on commence, c'est beau, les images, tout ça. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, on a déjà eu des mouvements, on a déjà eu des manifestations monstres dans Paris, les plus grosses manifs depuis des décennies. Ça n'a pas fait reculer le gouvernement, qui allait jusqu'à engager le 49.3. C'est quoi l'étape d'après ? J'ai envie de dire. C'est compliqué. Antoine. C'est compliqué de savoir comment réagira le gouvernement par la suite, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un second souffle pour le mouvement d'opposition et pour le mouvement syndical. On voyait qu'il y a quelques jours de cela, Laurent Berger disait « Bon, s'il y a un vote pour à l'Assemblée nationale, on prendra acte du vote et on considérera la légitimité de l'Assemblée nationale. » Mais là, il n'y a pas de vote et il y a le 49.3. Et s'il y a bien quelque chose que les Français considèrent en termes politiques, c'est que le 49.3, c'est synonyme de brutalité. Et du coup, ça peut renforcer les mobilisations, ça peut donner un second souffle. Et on va voir comment ils s'organisent, mais à mon avis, au début de la semaine prochaine, il y aura un nouvel acte de mobilisation, il y aura des nouvelles manifestations, des nouvelles grèves qui seront engagées à ce moment-là. Très probablement, oui. Claire. Ouais, moi, mon interrogation, c'est vraiment à quel moment Macron va arrêter d'être absent, en fait. C'est une espèce d'absence omniprésente. La prise de parole du président, ouais. C'est-à-dire que pendant tout le mouvement, il s'est à peine exprimé sur le sujet. Il a délégué ça à sa première ministre. Il a été physiquement absent lors des grandes journées de mobilisation. Et tous ses déplacements étaient cadrés pour qu'il soit le moins possible interpellé par juste des gens, des Il était sur etc. l'international essentiellement. Ouais. Et donc, je pense que c'est une manière de se protéger. Mais il y a un moment, il faut être un minimum cohérent. On ne peut pas dire à la fois j'ai été élu pour faire ce programme, donc je fais ce programme et je vais jusqu'au bout, et se défausser à ce point-là du débat, de la discussion. Donc, à quel moment il va y avoir une prise de parole, à quel moment il va prendre acte aussi de ce qui se passe dans le pays, parce que c'est quand même... c'est le président et on ne l'entend pas sur le mouvement social le plus important qu'il y a dans le pays,
depuis des décennies, quoi. D'autant qu'une porte de sortie lui a été proposée par l'intersyndicale qui lui a envoyé un courrier la semaine dernière en lui disant rencontrons-nous, ce à quoi il a répondu une fin de non-recevoir. Donc pour l'instant, il ne souhaite pas encore prendre la parole. Est-ce qu'il va prendre la parole la semaine prochaine ? Est-ce qu'il faut s'attendre à une allocution du président de la République en direct sur Twitch ? Je ne sais pas. Ça bruissait dans les rédactions hier avec une potentielle allocution du président de la République ce soir. En réalité, ça a toujours été un positionnement un petit peu flou depuis le début, depuis 2017, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, où on nous a parlé de paroles rares, puisque Jupiter, etc. Et puis non, finalement, je vais parler souvent, je vais même vous parler tous les 3-4 jours. Il n'a jamais vraiment su se positionner par rapport à ça, tout en me disant à côté, mais qui viennent me chercher. Donc voilà, le contraste, il est étonnant, et j'avoue que j'ai du mal à analyser tout ça. Mais c'est surtout que, Antoine, je pense qu'au bout d'un moment, le gouvernement devrait arrêter de réfléchir à sa communication et plutôt penser à la réalité des équilibres politiques qu'il y a dans le pays. Parce que, on en parlait tout à l'heure, mais quand on regarde déjà les enquêtes d'opinion au moment de l'élection et juste avant l'élection, c'est exactement le même pourcentage de Français qui étaient opposés à la réforme. Ils ont pensé finalement qu'avec des coups de communication, en faisant de la pédagogie, ils allaient être capables de changer la réalité de ce qui se passait et l'opinion des gens. Alors qu'en fait, non, il y a des valeurs qui persistent et les valeurs des gens, elles ne vont pas changer du jour au lendemain. C'est pas parce qu'il y a Olivier Véran qui est venu pour vous expliquer que c'était bien de travailler 2 ans de plus que les gens vont dire « Ah bah oui, finalement, il a raison ». Donc, ils sont complètement hermétiques à ces choses qui sont cristallisées au sein de la société française et qui ne bougent pas simplement parce que vous allez avoir une belle communication, un beau costume pour l'expliquer. Il y avait quelqu'un dans le chat qui me demandait est-ce qu'Aurélien Pradier a répondu à ton SMS ? Non, Aurélien Pradier n'a pas encore répondu à mon SMS. Je lui ai demandé s'il allait voter une motion de censure déposée la semaine prochaine. Il m'a pas encore répondu. Aurélien, voilà, tu m'appelles. Hein. Il y a des députés, il y a des députés LR qui ont dit tout à l'heure au micro de plein d'autres médias, on les attend sur Backseat parce que c'est mieux. Ils n'ont pas arrêté de dire qu'en gros, personne ne les tenait et qu'ils étaient libres de leur choix et de leur vote. Donc, et Éric Ciotti a annoncé et Olivier Marleix, président du groupe, a annoncé après la réunion qu'il n'y aurait aucune motion de censure qui sera votée par les LR. Ceux qui allaient voter contre sont en train de se dire bon bah voilà, je suis un député libre, j'appartiens qu'à mes électeurs, donc let's go. Voilà, Maxime Minot exactement, entre autres, il y en avait d'autres. Pradier n'a pas exclu chez BFM. Ok, d'accord. Ok, bah c'est dommage qu'il ait fait chez BFM, mais non, mais très bien, d'accord. Okay. Et on en parlera tout à l'heure, mais il y a cette motion transpartisane possible par le groupe Lyot qui peut tout renverser, on verra. Non, je parlais bien de vote, pas de signature de motion. Non, je me doute bien que les Républicains ne vont pas signer une motion de censure. La question, c'est est-ce qu'ils vont apporter leur voix à une motion de censure transpartisane ? Mais il y a déjà des députés qui disaient, en faisant la tournée de tous les différents plateaux, en disant que oui, ils allaient le faire. Donc, bon. Ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que toute la matinée, jusqu'à l'heure du déjeuner, il y a encore un député LR qui m'en parlait, ils ont le call center monté par le gouvernement pour appeler tous les députés, essayer d'aller choper voix par voix. Ils ont vraiment tout dégainé. Le député avec qui je parlais a eu un appel ce matin de Bruno Le Maire. Et voilà, dis-nous sur ta circonscription, sur quoi il faut investir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, dis-nous tout. Mais vote, s'il te plaît, avec nous. C'est la politique. Ce qui est potentiellement, potentiellement pas légal, en fait. Ce que Mathilde Panot a appelé de la corruption passive dans son communiqué de presse. Mais de toute façon, c'était trop tard. En fait, si vous voulez vraiment avoir une discussion avec LR, il fallait dès le départ avoir une vraie discussion sur le fond. C'est pas à la dernière minute en disant bon, alors je te vends un rond-point, une ligne TGV, mais tu vas, tu vas. Bon là, tu veux qu'on fasse le toit de l'école ? On va faire le toit de l'école, mon vieux. Un coup de peinture, on a une belle réduction à bricomarché. Non, mais bon, ça va pas ça. Mais là, c'est sûr que c'est vraiment de la politique politicienne. Mais après, construire un compromis quand il y a un parlementarisme, oui, mais le construire sur le fond, pas à la dernière minute en se disant oulala, en fait, peut-être qu'on avait mal compté, le tableau Excel n'était pas à jour. Là, c'est plus compliqué. Surtout que c'est pas la peine de promettre du pognon ou je sais pas quoi. T'as un seul truc à promettre à un député si tu veux avoir son vote. On présente personne face à toi. Exactement. Voilà, il y a un moment, c'est aussi ça la politique. Mais quand même, il y a un moment, il y a une interrogation à avoir sur jusqu'où ils vont aller. Parce que pendant tout ce temps-là, tout ce dont on est en train de parler là, c'est en train de dégrader encore plus l'image de la politique. Et puis la qualité de notre démocratie, qui était déjà en crise avant tout ça. Et là, on va entrer dans une situation où finalement, pour arriver à réarrimer ceux qui déjà y croyaient peu ou plus, ça va être extrêmement compliqué. Et le débouché électoral en 2027 ou je ne sais quoi, de tout ça,
on n'est pas certain qu'il soit positif. Donc, il y a une immense responsabilité du gouvernement par rapport à ça. Et à mon sens, il joue clairement avec le feu. Et tiens, d'ailleurs, Malek, d'abord, vas-y. C'est pour ça que vraiment, je veux entendre aucun élu de la majorité me dire dans les prochains mois, ou s'il y a une dissolution qui arrive, ou dans les prochaines années, que oui, c'est un peu triste s'il y a de l'abstention. Les Français, retournez aux urnes. Il faut voter, c'est important, parce que les gars... les jeunes. Ouais, les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Allez voter. Franchement, vous êtes tous sauf exemplaires, les gars. On dit sur YouTube en plus. Ouais. On va aller faire des TikTok et c'est comme ça que les jeunes vont aller voter. Franchement, je ne vais plus vous entendre parce que la séquence, elle est pleine de leçons et on retiendra les responsabilités. Pour le coup, c'est réel. J'avais un chiffre. Tu sais que j'adore les chiffres. Ah ouais, vas-y. C'est le baromètre de la confiance politique du Cevipof qui est sorti hier. Qui est sorti en plus. Oui, très, très bel objet. Et il y a une question, c'est est-ce que la démocratie fonctionne bien ou mal en France ? 64% des gens qui répondent à la démocratie fonctionne mal en France et ça a augmenté de 7 points en l'espace d'1 an. Donc, en un an seulement ? En un an, ça a augmenté de 7 points. Donc, Encore 7 points en une semaine, là, je pense. Hein. Oui, c'est vrai. En plus, tu as raison. C'était le terrain d'enquête, il a été fait avant tout ce qui s'est passé de comme réjouissance aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une inquiétude à avoir sur la déconnexion que ça va créer, toutes ces histoires et toutes ces séquences entre la population et la politique institutionnalisée. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit l'opposition n'est pas non plus toute blanche dans cette affaire-là, en parlant de réconciliation avec la démocratie. La question on en a déjà parlé sur ce plateau, ça fait débat, la question de l'obstruction, le fait de chanter à l'Assemblée nationale. Et voilà, il y a peut-être des électeurs aussi qui n'ont pas été séduits par l'opposition pour autant. Oui, après la question c'était est-ce que le but de l'opposition c'était d'améliorer cette loi ? Non, en fait, c'est le but de l'opposition et notamment de la NUPES là, c'était de faire barrage à la loi, de faire en sorte qu'elle ne passe pas, qu'elle n'existe pas. Donc il y a un moment, c'est des divergences stratégiques qui existent même au sein de la NUPES et qui ne vont pas disparaître. On l'avait vu étaler au grand jour sur Twitter. Oui, on s'en souvient. Oui, voilà. Mais je veux dire, ça c'est légitime aussi, ces différences de stratégie, et peut-être même la pluralité des stratégies est quelque chose de positif aussi. Voilà. Je sais... Antoine. En fait, ce qui est assez paradoxal, à nouveau, quand on regarde les enquêtes d'opinion, c'est que les Français, autour de 70%, disaient c'est bien d'avoir une Assemblée nationale où il n'y a pas de majorité absolue, mais où il y a une majorité relative et où, du coup, il y a une construction de consensus. Et même quand tu regardais sur la réforme des retraites, l'opinion qui était la plus majoritairement citée par les répondants, c'était de dire il faudrait pouvoir trouver une sorte de compromis. Le problème, c'est que c'est effectivement compliqué de trouver un compromis quand vous avez des divergences qui sont aussi importantes et des divergences de fond. Mais néanmoins, on a l'impression que la population française, elle est prête pour avoir du parlementarisme, elle est prête pour avoir une assemblée où il peut y avoir justement des constructions de majorité avec des blocs qui n'ont pas de majorité absolue, mais qu'à côté de ça, c'est pas du tout dans la culture des différents partis politiques qui sont présents à l'Assemblée nationale. C'est pas dans leur culture politique et c'est pas dans la culture de la Ve République. Non, complètement. La Ve République ne sait pas fonctionner comme ça par compromis, elle n'a pas été pensée pour ça. Quand pas de compromis, 49-3. Mais oui, c'est ça, très bon exemple. Le 49.3, c'est la pure abstraction inventée sous la Ve République qui n'a pas de sens, qui ne va pas dans le sens de la recherche du compromis. Il y a effectivement la manifestation place de la Concorde qui est actuellement en train d'être dispersée par les forces de l'ordre. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait il y a une petite odeur de Capitole. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On a connu en France des odeurs de Capitole le 6 février 1934, des manifestations de ligue fasciste qui essayent de prendre d'assaut le bâtiment de la Chambre des députés. Là, c'est pas tout à fait pareil. C'est un rassemblement spontané pour protester contre un 49.3. J'ai pas vu de volonté de la part des manifestants d'aller physiquement s'en prendre à l'Assemblée nationale, s'en prendre aux députés. C'est pas tout à fait pareil de ce qui s'est passé au Capitole. Bref. Et en plus de ça, une manifestation qui à la base est autorisée, c'est une manifestation de solidaires. Les députés qui étaient dans le coin et ceux qui manifestaient à côté de l'Assemblée n'ont fait que se greffer à une manifestation autorisée. Donc pour l'instant, tout le monde est dans les clous. Exactement. On va avoir des invités qu'on va interviewer tout à l'heure pour discuter avec nous. Alors évidemment, c'est une émission un peu spéciale ce soir, Backseat, compte tenu de l'actualité du jour. Ça a été compliqué d'avoir des invités politiques, mais on en a quand même qui vont nous rejoindre en visio. Vous avez vu, en plus, j'ai lu vos commentaires, vous avez dit qu'il fallait qu'on ait plus de temps de discussion avec les chroniqueurs sur le plateau pendant les revues d'actu. Je suis d'accord avec vous, donc là, on discute vachement plus longtemps que d'habitude, et je suis très content comme ça. Donc on va continuer à discuter sur
sur ce point-là. Tu nous l'avais dit quand on préparait l'émission, Claire, il y a aussi un raidissement d'Emmanuel Macron. On a vu du côté du Haut Conseil pour le climat aussi que ça commençait à reprendre les choses en main du côté de l'Élysée. Emmanuel Macron va encore plus loin aussi dans ce refus du dialogue, du compromis. Oui, là, depuis tout à l'heure, on parle de beaucoup d'instruments qui sont rendus possibles par la Ve République. Ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser, ça veut dire qu'ils sont là. Et quelque part, oui, il y a ce que la loi permet et puis ce que ce gouvernement se permet. Et là, il se permet des choses vraiment assez brutales. Mais il faut rappeler qu'en fait, Macron, c'est quelqu'un qui est... La 5e lui allait très bien. Oh oui. La 5e lui allait extrêmement bien. Donc, on a une simultanéité de la crise de la 5e et de la crise de la Macronie en tant qu'idéologie. Et effectivement, ça se traduit par encore plus de raidissement et de verticalité. Et en fait, il y avait cette espèce de tendance à créer plein de trucs, des gadgets, des conventions, des hauts conseils, etc. Et sur l'ensemble de ces gadgets-là, qui parfois avaient un vrai intérêt, mais il y a à chaque fois... on le crée et puis en fait on le reprend parce que finalement zut ça nous échappe quoi. Il y a ce truc de on va faire de la démocratie citoyenne, mais zut en fait la démocratie ça vit et puis les gens ils ont des opinions et puis zut sur le climat il y a la science qui nous dit qu'en fait on n'en fait pas assez et que c'est la merde et du coup on nomme quelqu'un à la tête du Haut Conseil pour le climat qui reprend en main le truc qui du coup influence les publications du Haut Conseil pour le climat à tel point qu'ils ont pu utiliser un des rapports dans les réponses qu'ils faisaient au procès qui leur a été intenté pour inaction climatique. Dans le truc du siècle alors oui, c'est pas l'affaire du siècle, c'est une affaire qui a été portée après, mais ça a été utilisé dans un cadre juridique. Donc en fait, oui, il y a cette espèce de va-et-vient, de cette tendance à créer des instruments démocratiques et à tout de suite les reprendre en main parce que du coup, ça correspond pas à ce qu'on veut faire. Et la Macronie, elle a sa route, elle a sa feuille de route. Et tout ce qui va déranger ça, comme la démocratie sociale, l'opinion des gens et tout ça. Quoi exactement. Les partenaires sociaux, tout ça marche pas, quoi. Donc... Malek. Ouais, juste pour une petite info, l'intersyndicale dans son intégralité appelle à une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain, le 23. Certains pronostiquaient sur est-ce que cette intersyndicale allait craquer après le vote ou non, on ne savait pas. Certains disaient oui, mais vous êtes sûr, est-ce que la CFDT ils vont rester sur le bateau ou pas au sein de la Macronie, certains l'espéraient en tout cas. L'intersyndicale reste bien soudée. Ça reste un exploit, bravo la Macronie. Et ils appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 23 mars. Putain, ça va encore être casse-couille pour avoir des invités sur Backseat. Mais d'accord, très bien, très bonne nouvelle. Ok, donc journée d'action jeudi prochain. Ça promet aussi d'être encore une fois nouveau. Il s'est passé un truc hier à l'Assemblée nationale, quand même, c'est que le gouvernement a été mis en minorité sur un autre vote. Oui. En ce moment, le Parlement est en train d'examiner un projet de loi pour relancer la filière nucléaire. Et dans ce projet de loi, il y avait la proposition par le gouvernement de fusionner deux instituts. Je ne vais pas rentrer dans le détail, qui s'appelle l'IRSN et l'autre qui s'appelle l'ASN. Et cette proposition de fusion a été rejetée par les députés. Le gouvernement s'est retrouvé mis en minorité. Peut-être que ça fait partie des signaux faibles qui ont été lus par Borne en disant « Oh putain, si on n'est pas prêt, si déjà rien que sur le nucléaire, on n'arrive pas à avoir une majorité, sur la réforme de retraite, c'est encore pire. » quoi. Antoine. Elle les avait lus, elle les avait pas lus à 9h, parce que à 9h de ce matin, on n'était pas de 49 heures. D'avoir lu les signaux faibles à 11h, parce que là, on changeait, c'était à nouveau à 49 heures. Ils ont l'impression que c'est quand même un grand tâtonnement et qu'il n'y a pas de vraie ligne directrice sur ce qui est en train de se passer. C'était aussi comme ça au moment de Manuel Valls sur la loi Macron 1 où la décision de faire un 49.3 a été prise par SMS. J'étais pas en train de dire du bien de Manuel Valls. Non, je sais. Ce que je veux dire, c'est que ce type de 49.3 en mode prenons pas de risques, on ne veut pas jouer à pile ou face l'avenir du gouvernement sur un vote, on va engager le 49.3. C'est même plutôt ce type de 49.3 là qu'on a l'habitude de voir engager. Les 49.3 de type loi travail, de type CPE en 2005, c'est plus rare. Le 49.3 d'entrée de jeu, c'est plus rare. Le 49, il y avait le 49.3 Covid aussi en 2020 qui était très particulier. Mais disons que sur un texte qui est aussi emblématique et qui se voulait être le marqueur du quinquennat Macron, et d'ailleurs il l'avait répété à maintes reprises, de passer sans aucun vote finalement, c'est quand même assez compliqué. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait revenir 2 secondes sur Mélenchon qui ne voulait pas justement qu'il y ait de vote en première lecture? Et finalement, à l'époque, il avait été assez critiqué pour ça, mais en termes de coup politique, c'était quand même un coup politique qui au final a été assez victorieux. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Je pense qu'en première lecture, c'est possible que le texte ait été adopté.
Alors que derrière, l'article 7 peut-être, le texte sûrement pas. Il y a 20 articles. Je pense que la mobilisation, ça a quand même convaincu pas mal de députés des Républicains de finalement pas voter pas voter le texte. Alors qu'au départ, ils n'étaient pas tant convaincus que ça. Ouais, c'est vrai, la mobilisation. Ok. Sans doute, ouais, non, mais c'est vrai, j'y avais pas pensé, t'as raison. Merde, j'avais un truc en tête qui était pas con. Pour une fois, putain. Bah, si tu vois, moi j'ai un autre truc qui est pas con. Vas-y, Malek. C'est quand même très drôle. Les députés n'auront jamais eu à se prononcer sur ce texte, en fait. Ouais. C'est fou, hein. Le respect du Parlement, des députés, de l'Assemblée. Peut-être pour ça qu'il faut les menacer d'une dissolution. Hey, on en parle après. On va en parler. Après. Si on fait le bilan du débat, pas strictement parlementaire institutionnel, mais de tout ce que ça a créé des fusions politiques et de débats politiques. C'était un grand moment politique. C'était incroyable. Et moi, je regardais aussi un petit peu la composition des plateaux, du coup. Là, on a eu des travailleuses, des travailleurs, on a eu les éboueurs qui sont venus parler sur les plateaux. Et purée, mais ça fait un bien fou, quoi. Et ça remet même les chroniqueurs de BFM. C'était vraiment parfois assez drôle de les voir en fait face à la vie des gens. Et c'est un peu une formule, mais en fait là, il y a pas que ça. Là, c'est vraiment, on a compris à quel point cette réforme, c'est pas même juste une question d'opinion. C'est une question de ce que vivent les gens. Et c'est une question de dire, en fait, non, 2 ans de plus de ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est intenable. Donc, il y a ce truc, il y a une reconnexion entre le vécu et la vie politique du pays qui s'est faite par le vecteur du débat sur le travail. Ouais, c'est ce qu'on avait dit sur ce plateau, effectivement, quand on parle de retraite, on parle du travail et les gens se sont saisis. Et je suis d'accord avec toi, il y a eu un débat public qui était très chouette. On a parlé du travail sur des plateaux télé, on a eu des économistes, on a eu des sociologues qui sont venus parler du travail. Ça a été l'occasion d'un débat extrêmement intéressant. Ça a été l'occasion d'un grand moment de politisation aussi. Moi, je l'ai bien vu avec les audiences sur Twitch, j'en rigole sur la CMP, tout le monde s'est passionné pour une CMP. Je suis très heureux que les gens se passionnent pour une CMP, parce que d'habitude, tout le monde s'en branle des CMP, c'est quand même chiant à mourir ce truc. Voilà, on s'intéresse à la procédure, on s'intéresse au 47.1, combien de fois j'ai expliqué ce que c'est qu'un budget rectificatif. Donc j'en suis très heureux. C'est aussi un grand moment, paradoxalement, dans l'opposition, effectivement, une réforme portée par un gouvernement, un grand moment de repolitisation qui montre une soif de démocratie, je trouve, plus qu'autre chose. Complètement, oui. Et ça va complètement à l'encontre du discours qui est de dire les Français ne sont pas intéressés par la politique, regardez, ils votent pas aux élections. Alors déjà, il faut différencier l'élection présidentielle où là, il n'y a pas d'augmentation de l'abstention structurelle des autres élections où c'est le cas, et la différence entre l'élection, le lien avec la politique institutionnalisée et le fait que très concrètement, les gens ont envie de se saisir par eux-mêmes de leur sort. Et c'est d'ailleurs une question qui se pose dans le lien avec les représentants politiques. Mais oui, le peuple français n'est pas dépolitisé. Ah non, loin de là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de faire une des meilleures audiences de Backseat depuis le début de la saison. C'est parce que aussi, ça montre quelque chose. En tout cas, cette journée est très particulière. N'hésitez pas à faire un don d'ailleurs. Hein. Vous savez, on a besoin de vos financements pour l'émission, 5 €. N'hésitez pas, allez-y, utip.io/Jean Massier. Merci pour les gens qui participent au financement de cette émission. Malek. Et oui, aussi partager le lien, parce que moi, c'est ce que j'ai fait à des potes tout à l'heure. Malek, c'est passé quoi à l'Assemblée et tout. J'ai dit à mes potes de regarder Backseat, comme ça, c'était plus cool. Non, mais T'as bien là, je sais, on ne sait pas là ce qu'est en train de dire Elisabeth Borne là, sur TF1, parce que oui, elle a fait le choix d'aller sur TF1 plutôt que de venir sur Backseat. Malheureusement pour elle. Pour elle, hein. Mais ces jours sont sûrement peut-être comptés. En réalité, même si la motion de censure n'est pas votée à la fin, la place d'Elisabeth Borne pour la suite, moi, je point d'interrogation. Et elle a dit elle-même qu'elle assumait d'être infusible, je crois. De toute façon, elle l'aurait pas dit, ça aurait été. Non, mais c'est quand même. Premier ministre, meuf. Hein. Voilà, au moins, c'est sincère, c'est étonnant. Mais c'est vrai que c'est un échec cuisant pour Elisabeth Borne, qui n'a pas réussi à avoir de majorité au moment du vote sur les textes budgétaires à l'automne dernier, donc série de 49.3 sur financement de la Sécu et sur budget initial. Là, son incapacité à trouver une majorité avec les Républicains, c'est un échec cuisant. Évidemment, c'est celui d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi l'échec de son fusible Elisabeth Borne, qui n'a pas réussi à mettre de l'huile dans les rouages comme elle l'avait promis. La fameuse majorité de projet à laquelle Emmanuel Macron faisait des incantations il y a encore pas très longtemps.
Putain, s'ils n'arrivent pas à voter ensemble cette réforme des retraites, qui est pourtant très très proche de ce que proposaient les Républicains, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On verra bien sur la loi immigration, on verra bien sur le nucléaire. Enfin, franchement, il y a déjà eu une mise en minorité sur le nucléaire. Ok, pas sur le cœur de la réforme, enfin quand même. Même pour l'avenir, là, le truc de majorité de projet, c'est un concept qui ne peut plus exister. La gauche a été brutalisée avec le texte, mais aussi avec la forme. Elle a aussi brutalisé, elle aussi, de son côté. On ne va pas dire le contraire. La droite, avec ce qui vient de se passer, l'échec aussi d'Éric Ciotti, qui dit « Ouais, moi, je vais tenir mes gars », et puis au final, il tient personne. Il va se passer quoi ? Pour moi, c'est quasi ingouvernable pour les prochaines années. Je sais pas. La dissolution, évidemment, c'est l'appel au peuple. Enfin voilà, il y a dans un moment de crise politique, la dissolution, ça sert à ça, précisément, à trouver une solution. Ce qui dans la 4ème République existait, mais n'était jamais pratiqué pour plein de raisons. C'était un peu l'idée de la dissolution. Putain, ce serait ouf que Macron soit obligé de dissoudre avant les conservateurs britanniques. Je trouve ça complètement dingue. Les mecs sont emplâtrés dans un truc horrible depuis encore plus longtemps. Mais là, c'est Macron qui va perdre le premier. Ce serait dingue. Mais c'est aussi un changement de culture politique qu'il faut avoir au sein des différentes formations politiques. Alors certes, dans les institutions de la Ve République, quand il n'y a pas de majorité absolue, c'est pas forcément fait pour, c'est quand même des institutions qui sont faites pour donner au président de la République normalement une majorité absolue, mais il y a plus cette volonté, il y a plus ces équilibres au sein de la population française, et du coup il faut aussi qu'ils apprennent les différents partis à pouvoir... Ou alors il faut qu'on change de constitution, hein. Ah bah ça. Ouais, mais ça va avec. Je dis ça. Oui, mais ça va avec. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu changes de constitution que tu changes mécaniquement la culture politique des organisations politiques. Non, mais moi je pense qu'il y a une contradiction entre ce qui est en train de se passer politiquement dans le pays et puis la constitution. Je pense que la constitution, elle est obsolète. Et que finalement, la résolution de la crise politique, oui, ça peut passer par une dissolution, on peut à nouveau appeler à un vote et recomposer une nouvelle assemblée, etc. Mais on n'ira pas au cœur du problème, à mon sens. Hein. Je veux dire, sur cette réforme, ils ont été obligés de faire usage des pires instruments d'un point de vue démocratique. Vote bloqué au Sénat. De la 5e. Et à répétition. Déjà, on a commencé par faire entrer cette réforme par un projet de loi de la finance sociale rectificative. Donc, par vraiment un truc qui était déjà pas adapté. Donc, il y a un moment, quand on a des formes législatives aussi inadaptées par rapport à ce qu'on essaye de pousser comme projet, il y a un besoin peut-être de changer la forme politique dans son entièreté. Il y a une malédiction du 49.3, c'est-à-dire faire passer ta réforme structurante de ton quinquennat en 49.3, ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que Valls s'est pété les dents là-dessus, De Villepin s'est pété les dents là-dessus, Emmanuel Macron est en train de se péter les dents là-dessus. C'est fou cette malédiction. Et ceux qui répondent à cet argument-là, oui, mais le 49.3 c'est légal, oui c'est légal, mais c'est brutal les gars. Et c'est pas parce que c'est légal qu'on doit l'accepter. Tout est violent en fait dans cette histoire. Le véhicule législatif, ce qui s'est passé pendant les débats, ne pas vouloir entendre forcément les amendements des oppositions, et ça dépend quelle opposition évidemment. Et pour finir avec ce 49.3, tout est violent, et faire passer une réforme structurelle du quinquennat avec autant de violence, tout en nous disant oui mais les gars, nouveau monde, on va faire autrement, etc. Wow. On est en train de vivre un tournant, moi j'en suis persuadé. Et c'est pour ça que je vous explique souvent qu'il y a plusieurs types de 49.3 qui existent. C'est pas exactement les mêmes 49.3. Je suis d'accord avec toi, il y a des 49.3 qui sont très brutaux. Il y a des 49.3, ceux à l'époque de Rocard. D'ailleurs, Elisabeth Borne avait fait un clin d'œil à Rocard tout à l'heure dans son discours de 49.3. C'était pas aussi brutal, c'était pas tout à fait pareil. C'était une ambiance, c'était très particulier, c'était une majorité relative aussi, mais les 49.3 n'étaient pas exactement amenés de la même manière par le gouvernement. Pareil pour le 49.3 Macron, c'était pas le même 49.3 qu'El Khomri, qui était lui-même pas le même 49.3 que 2020, qui est pas le même 49.3 qu'aujourd'hui. Donc il y a différents types de 49.3, il y a des perceptions aussi du 49.3. Et les accumulations des 49.3 en réalité là depuis 2015 sur les différents textes, ça commence à faire beaucoup, il y a un certain ras-le-bol. Et je voulais juste revenir sur une petite phrase qu'a prononcée Elisabeth Borne quand elle était à la tribune, en disant qu'elle trouvait ça un petit peu drôle que certains politiques reviennent sur leurs engagements, leurs propos, leurs idées du passé. Donc elle visait LR en disant ça. Moi aussi je peux viser Gabriel Attal, Olivier Dussopt, Olivier Véran, plein de gens qui défendaient l'exact contraire que ce qu'ils sont en train de défendre aujourd'hui. Ah oui, mais à l'époque où ils étaient dans un autre parti. Exactement. Ouais, alors que là on parle des LR qui sont fait élire sur cette promesse. Tu vois, je peux comprendre Elisabeth Borne, mais je vois ce que tu veux dire, mais ouais. Ouais, mais donc ça s'appelle quand même se renier. Oui, bien sûr, ça veut dire changer d'avis, oui. Se renier.
Faut pas parler mal d'Olivier Dussopt, on peut pas tirer sur l'ambulance comme ça. Non, Si. Même Macron, oui, d'ailleurs, il y a des gens qui font remarquer Macron, oui, c'est vrai. Exactement. Aussi. Je voudrais faire Antoine. un petit point à Fabien Roussel, parce que c'est toujours important, Jules n'est pas là, il va être déçu. Mais qui a dit quelque chose que je trouvais profondément faux tout à l'heure, en disant que Emmanuel Macron n'était pas digne des institutions de la Ve République. Au contraire, je trouve qu'il est extrêmement digne des institutions de la Ve République, il les utilise dans leur entièreté, et les institutions de la Ve République sont justement faites pour avoir ce type de situation. Alors on peut trouver ça brutal, etc., mais c'est quand même, cette constitution, elle est exactement faite pour ce genre de situation. Et donc si on veut davantage de démocratie à ce niveau-là, il faudrait peut-être avoir une réflexion plus globale. Du coup, je rejoins ce que tu Changer de constitution et changer de Macron. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. On a prévu justement d'aborder tous les aspects un peu plus constitutionnels autour du référendum d'initiative partagée, autour du 49.3, autour du Conseil constitutionnel aussi qui va être saisi bientôt. Donc on verra. La question reste réouverte sur la motion de censure donc, qui va être déposée. Aux dernières motions de censure au moment des lois budgétaires, la NUPES n'a pas souhaité voter les motions de censure déposées par le Rassemblement national. La NUPES doit-elle voter les motions de censure déposées par le Rassemblement national dans ce contexte-là? Mais il y a Charles de Courson, grand sauveur de la République. Alors, peut-être que Charles de Courson, mais ils sont que 20, les députés Lyotte, on les aime tous beaucoup, mais ils sont que 20, il faut 58 personnes pour déposer une motion de censure, donc déjà il y a la question du dépôt, mais admettons que le Rassemblement national dépose de son côté sa propre motion de censure, est-ce que la NUPES, est-ce que ça fait partie de cette culture du compromis dont tu parlais tout à l'heure? Mais en fait, c'est aussi qu'il y a une mauvaise appréciation de ce qu'est une motion de censure. Une motion de censure, ça ne veut pas dire qu'il y a un accord qui est possible entre les différents partis qui signent cette motion de censure et qui la votent. Ça veut juste dire qu'ils sont d'accord pour dire que la situation actuelle ne va plus et qu'ils censurent le gouvernement. Donc le fait de voter, qu'il y ait des motions de censure qui soient à la fois votées par des membres du Rassemblement national et des membres de la gauche, je trouve ça choquant. Claire. Après, s'il y a une motion de censure transpartisane qui est issue d'un espèce de truc un peu plus neutre, parce qu'il faut quand même rappeler que là, dans la situation dans laquelle on est, le groupe NUPES est le seul à faire un barrage clair à l'extrême droite. Je veux dire, la Macronie joue plus du tout ce rôle-là, même là, encore très récemment, elle a... je pense que c'est... Ça dépend qui au sein de la NUPES, mais oui. Dussopt qui a remercié Le Pen de l'avoir défendu au moment... Enfin, je veux dire, il y a toute cette espèce d'ambiance que la Macronie a créée, d'espèce de connivence avec l'extrême droite. Et même si, effectivement, l'esprit d'une motion de censure, c'est juste de dire on n'est pas d'accord, il y a quand même une dimension symbolique de voter avec, qui est là, qu'on ne peut pas ignorer. Et vu le contexte politique de glissement du pays culturel, même vers l'extrême droite, dont on a plusieurs fois parlé ici, c'est pas neutre. On peut pas dire que c'est rien. C'est pas neutre, ça c'est sûr. C'est pas neutre. Donc s'il y a une autre solution, notamment grâce à Charles de Courson. C'est ça. Je pense que la solution vient de lui. Marine Le Pen a dit qu'elle déposerait une motion de censure avec le groupe Rassemblement National et qu'elle voterait toutes les autres motions de censure. Il ne tient qu'à Charles de Courson de signer sa motion de censure avec des gars de la NUPES, vu qu'à la fin, si on en croit les paroles de Marine Le Pen, elle finira par la voter. Moi, je reste vraiment sur cette ligne-là. On ne signe pas avec l'extrême droite. Voilà, la limite est vraiment... On ne signe pas, mais on ne vote pas non plus? Après, ils sont libres de leur vote. Oui. Non, eux sont libres de leur vote, mais voter sur leur texte à eux, c'est pas la même chose. Parce que oui, Marine Le Pen votera toutes les motions de censure, ça elle a toujours fait jusqu'à présent. Ne pas voter leur texte, mais par contre voter le texte déposé par Charles de Courson. Putain, l'avenir de la République dépend de Charles de Courson. Et ouais, c'est pas des moments incroyables quand même. Et ça, on l'a toujours dit, on l'a toujours dit dans Backseat. Il a déjà été invité? Non, mais j'en rêve, tu penses bien, Charles de Courson, c'est une légende, évidemment. Chat de Courson. Chat de Courson, évidemment. Non, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un député célèbre, très respecté à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des Finances, et qui fait partie des députés les plus écoutés. Il est centriste, il fait partie de l'UDI. C'est pas du tout un mec de gauche, Charles de Courson, loin de là, mais il a déjà eu des prises de position très opposées à différents gouvernements sur des textes très particuliers. On se souvient de la loi... c'était asile-immigration ou c'était la loi renseignement? Je crois que c'était la loi renseignement, je sais plus. Et puis voilà, c'est un député opposé à la réforme des retraites. Et je trouve qu'il est très utile dans le sens où en fait il y a une tendance sur presque toutes les séquences politiques à amplifier ce qui est en train de se passer. Donc il y a toujours une espèce d'inflation de on n'a jamais vu ça, etc., etc. Et en fait, quand Charles de Courson le dit, là, on sait que c'est un truc.
Et aujourd'hui, il a dit quelque chose comme... quelque chose comme ça, une formule du je n'ai type jamais je n'ai vu ouais. ça, ou quand Charles de Courson Ça fait 30 ans qu'il est là, le mec, il en a vu. Hein. C'est que clairement, on est dans une journée historique où il se passe quelque chose de fou, quoi. Il a vu Bernard Cazeneuve Premier ministre, donc voilà, il a vraiment tout vu. Non, ouais, il était là, il a vu Jean-Luc Mélenchon ministre aussi, C'est vrai. Et il a connu ça. Donc on verra en tout cas comment ça va se passer. On va avoir un invité de première partie là qui va nous rejoindre en visio dans quelques minutes. J'attends juste que la régie me donne des nouvelles, mais ça va le faire. On est en train d'arriver. Manif en cours devant l'Assemblée nationale. Oui, je sais. T'inquiète, on en a déjà parlé. Il y a pas de souci. Bonjour à vous le chat. Évidemment, merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vous rappelle que cette émission Backseat, elle est faite grâce à vous, grâce à vos dons. Merci à toutes les personnes qui participent au financement de l'émission Backseat en faisant des dons. C'est grâce à vous qu'on peut la faire cette émission. C'est grâce à vous qu'on peut payer les techniciens, le plateau, etc. N'hésitez pas à faire un don sur le Utip. Vous pouvez faire un don de 5 € qui vous permet de devenir ce qu'on appelle Fire Tipper et qui vous permet de voir l'émission en replay et ça nous soutient beaucoup. Vous pouvez aussi acheter le t-shirt, la casquette. On vient de sortir aujourd'hui un t-shirt brodé, une casquette brodée en édition limitée. Le t-shirt ne sera plus en vente si la réforme des retraites est appliquée et la casquette ne sera plus en vente si le Conseil constitutionnel valide le recours à l'article 47-1. C'est moi qui ai décidé. Voilà. Donc, un peu vertical, un peu autoritaire. Voilà. Donc si vous voulez l'acheter, attention, hein, voilà, il y a des conditions, on verra, mais ça se trouve, ce sera une édition limitée. Donc voilà, donc merci beaucoup pour vos dons. On arrive bientôt dans seulement 9 €. On sera au prochain palier, ce qui nous permet de financer l'émission jusqu'à l'émission du 23. Merci à vous.